Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Bah oui, avec Maxime Trouleau qui nous rejoint. Bonjour Maxime. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon programme, comme chaque jour, de l'actualité, mais pas que. On parle de l'été également, oui. On parle de la rentrée qui se profile, on verra cela. Ça approche. Et puis on va faire une petite chasse au trésor ce midi, grâce à vous Maxime. On va aller du côté d'un château de la Dordogne, affaire mystérieuse, la clé d'un coffre-fort a disparu. Histoire incroyable du côté du château de Josse, peut-être que vous le connaissez, c'est près de Tonac, entre Périgueux et Brive-la-Gaillarde. Oui, une clé a disparu. Cette clé, elle est unique. Eh bien, elle aurait peut-être été volée. On va aller justement à la chasse au trésor tout à l'heure à partir de 12h30. Et ben voilà. Donc, on verra si on arrive à retrouver cette fameuse clé. Mais d'abord, on commence avec notre premier sujet. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Nouvelle campagne de vaccination contre la grippe aviaire. Maxime, c'est à venir, ça débute le 1er octobre. Oui, une nouvelle grande campagne de vaccination parce qu'elle a démontré son efficacité l'année dernière, a expliqué Marc Fesneau, le toujours ministre de l'Agriculture, des propos alors qu'un nouveau foyer était détecté dans le Morbihan hier. Le Morbihan, quelques jours après de premiers cas avérés en Ille-et-Vilaine. 2 foyers donc détectés cette année, c'était 10 l'année dernière à la même période, 294 il y a 2 ans. Pour en parler, nous recevons Marie-Pierre P. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la directrice du CIFOG, le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras. C'est un passage obligé chaque année, cette campagne de vaccination contre la grippe aviaire. Elle était particulièrement attendue cette année ? Alors, il faut savoir qu'il y a 1 an, nous avions démarré la première campagne de vaccination et beaucoup d'inconnus persistaient, notamment sur les nombres de vaccins disponibles, le personnel en vétérinaire, en intervenant en élevage pour assurer les 2 injections qui sont nécessaires. Et on voit qu'au bout d'1 an, c'est un véritable succès, puisque nous n'avons pas eu à déplorer de foyer en palmipèdes. Puisqu'on ne vaccine que les palmipèdes. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne vaccine que les palmipèdes. Et en vaccinant les palmipèdes, on protège normalement l'ensemble des espèces avicoles. Est-ce qu'on sait déjà combien d'animaux sont concernés pour cette vaccination en cette année? Et est-ce qu'on a des premiers chiffres? Alors, il y a à peu près 30 millions de canards destinés à produire du foie gras et 30 millions de canards élevés pour la chair, simplement, qui ne sont pas engraissés pour faire du foie gras. Donc c'est environ 60 millions de canards dans une année qui sont vaccinés. Et on a assez de vaccins pour l'ensemble de ces canards, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est donc une commande de l'État qui a été menée pour assurer la disponibilité des doses de vaccins et sécuriser le protocole vaccinal, qu'il soit bien respecté et mis en œuvre. Alors Marie-Pierre P, comment tout ça se passe? Comment se passe une vaccination, notamment pour les éleveurs qui possèdent souvent plusieurs milliers d'animaux? Est-ce qu'on vaccine toutes les bêtes les uns après les autres? Est-ce que c'est l'éleveur lui-même qui vaccine? Comment ça se passe? Racontez-nous. Alors la vaccination se déroule sous contrôle d'un vétérinaire. Elle est administrée par du personnel qui a été formé pour vacciner. Et un vaccinateur doit avoir à ses côtés 1 ou 2 ou 3, selon l'organisation de chantier, personnes qui lui présentent les animaux qui sont vaccinés. Et le protocole vaccinal prévoit qu'il y a 2 injections à 18 jours d'intervalle. Donc tout cela prend du temps. J'imagine que les éleveurs aujourd'hui sont habitués à cette campagne de vaccination. Il faut relever la véritable mobilisation des éleveurs et des organisations de production pour mettre en scène cette vaccination qui a été un succès. Aussi grâce à l'engagement quotidien des vétérinaires et surtout des équipes d'intervenants, de vaccinateurs qui ont été au rendez-vous pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Alors je le disais tout à l'heure, 2 foyers détectés cette année, déjà dans le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, on est quand même sur des chiffres bien moins importants qu'il y a 2 ans. Il faut comprendre que ce sont des foyers en dinde. Oui. Et c'est pas des canards. Qui est multi-espèce. C'est pas du tout des canards. Les canards étant vaccinés,
sont a priori protégés. C'est l'objectif de la vaccination. Alors, mais comment ça se passe si un canard est touché par cette grippe aviaire, que ça soit pour l'éleveur d'ailleurs ou ceux aux alentours? Y a-t-il des règles dans ces cas-là précises à respecter? J'imagine que oui, Marie-Pierre P. Oui, bien sûr. En parallèle du protocole de vaccination, nous assurons un protocole de surveillance avec des analyses régulières pour s'assurer qu'une souche sauvage différente du virus ne viendrait pas infecter le troupeau de canards et que l'on ne verrait pas de symptômes. Donc on assure un protocole de surveillance extrêmement draconien. À partir de là, si malheureusement un virus était détecté sur l'exploitation, c'est la réglementation qui s'applique, on doit dépeupler l'exploitation. C'est-à-dire on tue toutes les bêtes, quoi. Voilà pour s'exonérer de la présence du virus, éviter qu'il y ait une propagation d'élevage en élevage. Parce que ce virus de la grippe aviaire, il peut aussi muter, évoluer, donc ça veut dire qu'il faut être tout de même très vigilant, parce que si ça évolue, il faudra un autre type de vaccin, non? C'est ça? Oui, complètement. C'est très important, c'est pour ça que la réglementation est stricte et draconienne, que l'on doit supprimer un élevage où le virus est présent, car il faut éviter qu'il y ait une transmission entre espèces qui pourrait arriver une transmission à l'homme. Et auquel cas, on se verrait confronté à une pandémie qui relève de la santé publique, qui serait beaucoup plus dangereuse. Donc on est très en amont pour éviter une catastrophe humaine. Alors Marie-Pierre P, du coup, cette nouvelle campagne de vaccination pour cette année débute dès le 1er octobre. Question peut-être bête de ma part, pourquoi début octobre? Alors, la vaccination n'a jamais arrêté. Ce qui était fixé, c'était une année 1 qui se terminait au 30 septembre, avec des conditions de financement qui étaient de 85% prises en charge par l'État et 15% par les filières. La nouveauté, c'est qu'à partir du 1er octobre 2024, la prise en charge par l'État baisse à 70% et 30% restant à la charge des filières. Justement, j'allais vous en parler, Marie-Pierre P. Je rappelle que vous êtes la directrice du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras. Est-ce qu'il y a une inquiétude? On passe de cette aide de l'État de 85% à 70%. Est-ce qu'il y a une inquiétude de votre part, de la part des professionnels qui pourraient peut-être un jour assumer 100% ou presque des coûts? Évidemment. Car les professionnels des filières palmipèdes, que ce soit les filières canards de chair ou les filières canards à foie gras, se voient imposer une charge significative complémentaire, qui d'ailleurs est uniquement française, elle n'est pas appliquée au niveau de l'Europe, donc ça constitue une distorsion de concurrence à la fois avec les autres pays européens, mais aussi avec les autres espèces avicoles. Donc effectivement, il faut qu'absolument ces coûts puissent être répercutés avec les maillons de la distribution et du consommateur derrière pour que la filière sorte la tête de l'eau. Et ça, c'est en discussion avancée? C'est toujours en discussion, effectivement. Oui. Merci beaucoup, Marie-Pierre P, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, ce midi. Déjà, ce midi. C'est les midi 15. Ça passe vite, hein ? Oui. Parce que j'ai pas encore déjeuné, c'est pour ça. Ah, non, non, pas encore. En tout cas, si vous êtes à table, bon appétit. Préparez-nous aussi quelque chose. On arrive. Allez, dans un instant, autre sujet. Maxime, on va parler d'un personnel qu'on croise régulièrement, souvent, quand on part en vacances. Et oui, les patrouilleurs de la route qui sont en danger chaque année sur nos routes, nos autoroutes, surtout en ce moment, évidemment, dans les chassés-croisés pour les vacances. On va parler sécurité routière avec notamment du côté de Vinci Autoroute. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Les débats de l'été, Sud Radio, il est bientôt 12h20. Vous étiez très très nombreux sur les routes le week-end dernier. Ce sera encore le cas, peut-être un peu plus le week-end prochain. Beaucoup de retours prévus. On revient tout de suite sur cet accident, cette collision qui a eu lieu, Maxime, hier entre un camion et un véhicule des patrouilleurs de Vinci Autoroute. Ça s'est passé sur l'A8. Ça aurait pu être un drame. C'est un drame qui a été évité de justesse. Oui, heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Le patrouilleur n'était pas lors de l'accident dans son véhicule. Par miracle, un nouvel
accident qui relance le sujet évidemment de la sécurité routière, du danger pris chaque année par les patrouilleurs malgré les messages de prévention, période de l'année délicate. D'ailleurs pour demain et samedi, bison futé voie rouge sur les routes. Bonjour Philippe Herman. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le directeur régional exploitation Sud-Est chez Vinci Autoroute. D'abord, un petit mot sur ce qui s'est passé, cette collision hier sur la 8 entre Nice et Fréjus. Qu'est-ce qu'on sait de nouveau depuis, notamment sur l'origine, la cause de cette collision? Alors hier, un peu avant 13h, un de nos patrouilleurs intervenait pour venir en protection d'un véhicule en panne. Et il a été violemment percuté par un poids lourd. Qui manifestement ne l'avait pas vu. Alors l'enquête de gendarmerie est toujours en cours, mais en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il regardait probablement pas devant lui. Il n'a pas vu notre fourgon, il a percuté violemment. Comme vous l'avez dit, notre salarié était heureusement, comme la procédure le prévoit, n'était pas dans le véhicule, donc a été choqué évidemment, mais pas blessé du tout. C'est-à-dire, c'est une faute d'inattention a priori, pas forcément une question de fatigue, parce que ça peut être ça aussi de temps en temps. Alors ou la vitesse. C'est le 30e véhicule en intervention qui se fait heurter cette année sur le réseau Vinci Autoroute. Et les causes sont malheureusement souvent les mêmes. C'est effectivement, ça peut être la somnolence, l'inattention et les distracteurs, avec en premier lieu l'utilisation du téléphone portable quand on circule et in fine le fait qu'on regarde pas où on va, on regarde pas devant soi et on arrive à percuter des véhicules. Philippe Herman, est-ce qu'on a une idée du nombre d'accidents qui ont eu lieu depuis le début de l'année, plus particulièrement depuis le début de l'été concernant vos collègues patrouilleurs? Alors une trentaine, c'est ça depuis le début de l'année, depuis le début de l'été, il y en a plus? Non, alors c'est le 30e, celui de hier, c'est la 30e heure de véhicules en intervention sur le réseau Vinci Autoroute. Avec malheureusement un événement dramatique en mars dernier, où toujours sur l'autoroute A8, un de nos collaborateurs a perdu la vie et un second a été grièvement blessé et est toujours aujourd'hui en réhabilitation. Justement, Philippe Herman, transition toute trouvée, puisque j'avais justement envie de vous faire écouter ce midi et aux auditeurs ce court passage de votre collègue à la radio, à l'époque, en mars dernier, de Vinci Autoroute, sur 107.7, je le rappelle, après la mort donc de ce patrouilleur. Son nom c'était Tony et c'était déjà sur l'autoroute A8. Écoutez. C'est alors qu'une voiture folle et incontrôlée est arrivée à vive allure et est entrée dans ce balisage, les percutant tous les 5 et tuant Tony sur le coup. Que dire de plus, que faire de plus que toutes nos campagnes de prévention, que tous nos conseils répétés, tous nos messages incessants pour rappeler au respect du code de la route, à la vigilance de tous et à la protection de ces professionnels de la route. Philippe Herman, que dire de plus, que faire de plus? Alors aujourd'hui, on forme déjà, on se doit, nous en tout cas, d'être respectueux des procédures et d'être irréprochable quand on intervient. Et c'est à ce titre qu'on a créé en 2022 l'école des métiers de l'autoroute à Brive, où chacun de nos ouvriers autoroutiers est formé, certifié. Ensuite, nous travaillons beaucoup sur des évolutions réglementaires pour essayer de faire évoluer la manière dont on intervient sur le réseau, et ça, on le fait en lien avec les services de l'État. On travaille aussi sur des évolutions technologiques. Et assez récemment, on a présenté un dispositif qui permet de prévenir les collisions, via notamment l'intelligence artificielle. Et enfin, on fait des très nombreuses campagnes de communication. On a fait récemment, sur plusieurs sites en France, une opération « Quand allez-vous percuter ?», une opération choc avec une exposition de 28 fourgons percutés, avec l'objectif de sensibiliser un public le plus large possible sur ce véritable fléau qu'est le risque de percuter des véhicules en intervention. Philippe Herman, des campagnes de prévention, il y en a beaucoup qui sortent très régulièrement, des campagnes choc qui sont profondément choquantes. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment au bout d'un moment d'impuissance de se dire on a tout essayé, quoi? En tout cas, on se peut pas, sur un sujet comme ça, de baisser les bras. On continue à marteler les consignes. Je pense au corridor de sécurité, qui est une règle inscrite au code de la route depuis 2018, qui commence à être connue à force de répéter les choses, qui est encore malheureusement trop peu respectée, et qui consiste, quand on s'approche d'une intervention, d'un véhicule d'intervention, de ralentir d'abord,
de s'écarter, si possible, d'une voie pour créer un corridor de sécurité entre le trafic et l'intervention qui est en train de se dérouler. Voilà, on baisse pas les bras, on continue à travailler sur tous les points que j'ai évoqués précédemment là. Voilà, pour continuer à communiquer et à faire évoluer les équipements, les procédures, etc. Est-ce que vous notez tout de même, Philippe Herrmann, pour essayer de trouver du positif dans tout ça, quand même des améliorations en termes d'accidents et même de prise de conscience de la part des Français? Est-ce que vous êtes optimiste tout de même pour l'avenir? Oui, on est optimiste, bien sûr. Alors, on parlait de l'accident mortel tout à l'heure, mais bien heureusement, les conséquences humaines sont très rares. Voilà, parce que nos équipes sont des professionnels de la route, respectent scrupuleusement les procédures. Mais oui, on se doit de rester optimiste sur ce sujet-là. D'ailleurs, est-ce que vous pensez, peut-être en discutant avec les conducteurs, les Français qui se rendent sur les lieux de vacances, un manque de conscience des risques de tout ce qui se passe? Et pourtant, vous l'avez dit, il y a des campagnes à la télévision, à la radio, même sur les routes, on voit ces messages, faites attention au volant. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un manque de conscience de tous ces risques finalement? En tout cas, quand à certaines occasions, on écoute les gens qui s'arrêtent sur nos opérations, il y a une vraie conscience du risque, il y a une vraie incompréhension face à ces véhicules qui se font heurter. Mais on constate que dans les faits, voilà, je parlais du téléphone, on a une enquête récente de la Fondation Massy Autoroute qui a révélé que 65% des gens avouaient téléphoner au volant, 87% déclaraient parfois quitter la route des yeux pendant plus de 2 secondes. Enfin voilà, on voit qu'entre les discours et les comportements, il y a encore un gros travail à faire. Est-ce qu'il faut peut-être sévir plus? Alors on travaille nous aussi en lien avec les forces de l'ordre, et sur certaines parties du réseau, on mène des opérations de sensibilisation, d'alternatives à la sanction, notamment sur le corridor de sécurité. Philippe Herrmann, est-ce que, avec tous ces accidents malheureusement parfois mortels, est-ce que vous craignez une baisse d'attractivité du métier de patrouilleur? Non, parce je le répète, nous sommes des professionnels de la route. Nous avons des salariés qui, quand ils intègrent Vinci Autoroute, sont formés aux interventions d'urgence, aux règles de sécurité, sont certifiés, c'est une véritable certification. Donc on est des professionnels de la route, on respecte les règles. Voilà, simplement ce qu'on maîtrise pas, c'est le comportement des usagers. Il n'y a pas de baisse du nombre de candidatures, en tout cas, pour devenir patrouilleur? Ah non, pas du tout. Vous constatez pas cela? Non. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio, Philippe Herrmann. Je rappelle, vous êtes directeur régional exploitation Sud-Est chez Vinci Autoroute. Sud Radio, il est 12h27. Dans un tout petit instant, Maxime, oui. On va partir à la recherche d'une clé. Ah oui, une clé mystérieuse qui a disparu du côté de la Dordogne et plus exactement du côté du château de Josse, près de Tonac. Une clé qui a disparu. On ne peut plus ouvrir un certain coffre qui date du XVIIe siècle tout de même. Il y a quoi dedans dans ce coffre-fort? Ah, on va peut-être en parler. Ouais. Ouais. Allez, à tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Et oui, les débats de l'été jusqu'à 13h avec vous, Maxime Trouleau. Bah oui, ça continue, bien sûr. Vous êtes toujours là. Absolument. Voilà. Et puis vous aussi, vous êtes toujours là. Que ce soit, du côté du poste radio, que ce soit, en voiture, au volant, prudence, vous l'avez entendu juste avant. Et puis sur notre application Sud Radio, vous l'avez pas, vous la téléchargez, c'est tout simple. Et puis vous écoutez aussi sur le Facebook de Sud Radio, sur YouTube. Il y a plein de façons. Il y a aucune excuse pour ne pas écouter Sud Radio. Voilà. Tout ce qu'il faut. Bon, allez, tout de suite, un mystère au programme. Quand le personnel d'un château est à la recherche d'une clé, vous nous emmenez, Maxime, dans un château du côté de la Dordogne. Oui, le château de Josse, près de Tonac, entre Périgueux et Brive-la-Gaillarde, où un appel à témoins a été lancé pour retrouver cette fameuse clé, une clé unique qui ouvre un coffre. Problème, cette clé, attachée pourtant à une chaîne, a disparu, Benjamin. Ouh là là, mystère. Bon, Martin de Roquefeuille, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le directeur de ce château, le château de Loos. Alors on en rigole un petit peu, mais c'est très sérieux. Oui. Vous avez perdu cette clé. Comment? Racontez-nous ça. Alors oui, vous avez tout à fait raison. On a l'impression d'une blague ou d'un grand jeu.
mais malheureusement c'est très sérieux. Alors Martin de Roquefeuille, je suis navré, on est obligé de couper un petit peu parce qu'on entend un écho, donc on va essayer de gérer ça en technique pour voir comment on peut faire pour mieux vous entendre et pas vous entendre forcément en écho. On va essayer de gérer cela. En attendant, peut-être quelques mots sur le contexte, ce qui s'est passé. Ça s'est passé quand cette disparition? En début de semaine, cette clé a donc disparu. Cette clé ouvre un coffre, donc Martin de Roquefeuille va nous expliquer tout ça. Le problème, c'est que cette clé, elle est unique, et pour recréer cette clé, la reconstruire, ça coûte plusieurs milliers d'euros, et c'est une vraie problématique. Alors, est-ce que cette clé a été volée? A-t-elle simplement disparu? Martin va nous l'expliquer. Il est de retour avec nous, Martin de Roquefeuille. Oui, donc c'est vrai que c'est une clé qui a une importance capitale. Voilà. Comment ça s'est passé? À quel moment elle a disparu et dans quel contexte? Eh bien, justement, c'est le souci. Alors, j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu d'écho. Pour nous, non. On vous entend bien. On vous entend très bien. Parfait, voilà. Tant mieux. Non, justement, c'est le souci, c'est qu'on a peu d'éléments. Cette clé était donc rangée. Elle n'était pas à la vue de nos visiteurs. Elle n'était pas exposée parce que, comme j'explique, la clé n'a aucune valeur en soi. Elle n'a aucune valeur historique, ni par sa matière. Elle était donc rangée à proximité d'un coffre qui, lui, est très intéressant. C'est un magnifique coffre-fort du XVIIe et qui a une serrure et un mécanisme qui est absolument fascinant. Et ça fait partie du clou de notre visite. Donc régulièrement, notamment pendant les visites, on ouvre et on fait des expositions de ce coffre et de son mécanisme. Et sauf que un beau jour, on a décidé d'ouvrir le coffre pour nos visiteurs et la clé avait totalement disparu. C'est quand même assez incroyable. C'est forcément un visiteur qui a pu récupérer cette clé. Ça peut être aussi juste une erreur, peut-être pas, mais en tout cas, c'est pas forcément un acte de malveillance. C'est pour ça vous passez le message finalement, pour dire, si vous avez cette clé-là, vous avez récupéré cette clé-là lors d'une visite au château de Los, revenez vers nous, quoi. C'est tout à fait ça, parce que comme vous le soulignez, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. On estimait qu'aucun objet ne pouvait être volé dans cette pièce, avait besoin d'une surveillance. On estimait à tort d'ailleurs. C'est pour ça que cette pièce était l'unique pièce qui n'avait pas de caméra. Donc évidemment ça a été corrigé depuis. Donc le fait qu'il n'y ait pas de caméra, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Évidemment on a pris quelques heures pour consulter toute notre équipe, croiser les informations, prendre un peu de temps pour essayer de comprendre, voir si elle n'avait pas été dépassée, etc. Mais il y a quand même deux choses qui nous font vraiment penser que c'est très probablement un visiteur. La première, évidemment, c'est qu'on l'a retrouvé nulle part. Et la deuxième, c'est que le meuble dans lequel elle était rangé a été intégralement fouillé. Ah oui. C'est quand même assez incroyable d'en arriver là, quoi. Oui, évidemment, on le regrette beaucoup. Surtout, va falloir la refaire faire. Alors, c'est ça le truc, c'est qu'il faut la refaire faire et ça coûte beaucoup d'argent, Martin de Roquefeuille. Exactement, c'est ça qui nous désole. Vous savez à peu près combien? Non, on a fait une première estimation avec un artisan spécialisé, mais évidemment, étant donné que le temps et l'impact que ça va avoir sur la serrure et les réparations des impacts, etc., on peut pas être certain. Bon, en tout cas, on sait que ce sera plusieurs milliers d'euros. Plusieurs milliers d'euros. Alors vous lancez un appel, donc on l'a compris ce midi sur Sud Radio. Est-ce que vous êtes allé voir également les forces de l'ordre? Est-ce que vous avez porté plainte? Bien évidemment, on a porté plainte. Donc la gendarmerie nous a très bien reçus et a fait les constatations et les premières enquêtes d'usage. Il rassemble certains éléments et assure le suivi que vous pouvez imaginer. Mais on n'a évidemment aucune certitude sur le résultat de leur enquête. Martin de Roquefeuille, on verra comment évolue cette enquête. On espère que ce visiteur viendra vous voir avant de son propre jet. Juste l'histoire de ce coffre-fort. Vous dites que c'est un objet central dans votre château pour la visite de ce château de Los. Pour quelle raison? Racontez-nous. Eh bien, ce coffre, c'est ce qu'on appelle un coffre de Nuremberg. Le coffre de Nuremberg, c'est un objet qu'on peut voir quand même de temps en temps. Le nôtre, il a plusieurs particularités qui le rendent exceptionnel.
Donc, pour que vous l'imaginiez concrètement, c'est un coffre en métal, un très gros coffre en métal, avec une serrure cachée. Donc, il y a un mécanisme qui permet de découvrir la serrure. Et ensuite, au moment où on l'ouvre, on constate et on peut voir le mécanisme de la serrure. Et ce mécanisme est très impressionnant. Et en plus, il est passionnant parce que il a été conçu au début du XVIIe siècle et il avait quasiment 100 ans d'avance sur son époque. Et donc, ça rend ce coffre complètement exceptionnel, fascinant. Et c'est depuis toujours un des événements, l'ouverture de ce coffre est un des événements que nos visiteurs préfèrent dans leur visite. Ce coffre est très beau, mais il faut préciser à nos auditeurs, cette clé est magnifique aussi. Elle est unique. Elle a été confectionnée pour ouvrir ce coffre. C'est une clé très belle et qui évidemment attire. Hein. Ça peut être aussi d'ailleurs une des explications de pourquoi elle aurait été volée. C'est possible, mais cette clé, elle avait été, on va dire, refaite dans l'esprit de ce coffre et au plus proche de comment était la clé d'origine. Mais étant donné qu'elle est dans une matière simple, qu'elle a à peine 30 ans, elle a aucune valeur, en tout cas sur le marché. Elle sert à rien au-delà de ce coffre fin. Ouais. Pour ceux qui sont de passage dans la région, alors je sais pas si vous êtes toujours fermé quand même au château de Los ou pas? Alors non, là nous sommes toujours ouverts jusqu'aux vacances de la Toussaint. Bon, ceux qui sont en Dordogne, qui sont pas très loin de votre château, du château de Los, présentez-le nous un petit peu justement pour ceux qui sont de passage. Voilà. Écoutez, Los c'est un ensemble Renaissance, donc un château qui a été construit au XVIe siècle, mais sur un site qui est bien plus ancien. Donc, il est entouré d'une enceinte médiévale avec des douves, une grande terrasse qui surplombe la Vézère, des souterrains. Oui, il y a cet aspect très défensif, mais aussi l'aspect qui est plus récent, donc Renaissance, avec l'art de vivre, des grandes fenêtres sur l'extérieur et une très jolie collection de mobilier, dont fait partie évidemment ce fameux coffre de Nuremberg. Et dans un cadre magnifique, juste à côté de la Vézère, quoi. Voilà, exactement. Le château est entouré de jardins, donc les jardins Renaissance qui ont été entièrement reconçus dans les années 90 au moment de la restauration du château. Donc c'est une succession de petits espaces, jardins avec des fontaines, des tonnelles. Voilà, c'est tout l'esprit du jardin Renaissance, très intime, qui se succède. Et comme vous le disiez, dans un cadre extraordinaire, puisque c'est au-dessus de la Vézère, complètement suspendu sur la falaise, quand il y a un joli soleil, c'est extraordinaire. Oui, c'est magnifique. Bon, on espère que vous allez la retrouver quand même, cette clé, Martin de Roquefeuille. On espère beaucoup, et en tout cas, on espère une bévue ou une maladresse. Si par hasard elle pouvait nous être restituée, ce serait extraordinaire. Le message est passé. Comment on fait? On vient vous voir directement? Alors là, on laisse libre les personnes éventuellement concernées. S'ils veulent contacter la gendarmerie, nous contacter directement, nous déposer la clé anonymement ou la mettre dans la boîte aux lettres. Enfin, peu importe, nous on sera ravis de la retrouver. Et voilà, le message est passé en tout cas. Merci beaucoup Martin de Roquefeuille. Je le rappelle, vous êtes directeur donc du château de Los. Merci d'avoir été avec nous ce midi sur Sud Radio. Et on espère effectivement que vous allez la retrouver très vite, cette clé pour ce coffre-fort assez incroyable. Maxime, on poursuit dans un instant les débats de l'été. C'est notre rendez-vous quotidien. À cette heure-là, on va parler des Jeux paralympiques. J-6 avant le début des Jeux paralympiques. D'ailleurs, c'est dans une semaine tout pile les débuts des épreuves. Alors hier, donc cérémonie d'ouverture, c'est dans 6 jours, et puis le début des épreuves dans une semaine. Donc à partir du lendemain, bien sûr. On va retrouver notre consultant Anthony Martin Smith. Hier, on a parlé athlétisme. Ce midi, on va parler de judo. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Midi 45 sur Sud Radio, les débats de l'été, vous le savez, le dernier quart d'heure de cette émission est consacré aux Jeux paralympiques. On se rapproche de la cérémonie d'ouverture, c'est dans 6 jours, et puis dès le lendemain, le début des épreuves, Maxime. Oui, on rentrera dans le vif du sujet, et pour cela, on accueille notre consultant, comme hier, comme depuis le début de la semaine, Anthony Martin Smith. Bonjour Anthony. Bonjour Maxime, bonjour Benjamin, bonjour à vous. Je le rappelle, vous êtes entre
entrepreneur judoka paralympique, vous êtes déficient visuel, double médaillé au championnat du monde. Alors hier on a parlé de l'athlétisme, il y avait de quoi dire aujourd'hui, notamment on va parler judo. On va parler judo, votre discipline, Anthony. Bonjour. Juste avant de parler du judo, un mot sur le logo des Jeux paralympiques, parce que ce n'est pas le même que celui des JO. Il n'y a pas les anneaux sur ce logo. Tout à fait. Comme je le disais en début de semaine, les Jeux paralympiques sont organisés et tenus par l'IPC, le Comité international paralympique, et non le CIO, le Comité international olympique. Et donc, puisque ce sont des Jeux à part, il fallait aussi un logo distinct des anneaux olympiques que l'on voit aujourd'hui sur la Tour Eiffel, sur nos télévisions pendant les Jeux olympiques. Et là, on parle d'agitos. Agitos, savez-vous ce que ça veut dire? Pas du tout. Non, allez. En latin, ça veut dire je bouge. Et c'est 3 formes asymétriques de couleurs vertes, bleues et rouges, symbolisant la plupart des couleurs que l'on va retrouver dans les drapeaux internationaux et qui, symbolisent l'universalisme, le rapprochement des athlètes vers les Jeux paralympiques. Et messieurs, je vous ai ramené des pins, celui que j'ai ici, qui est donc le bonnet phrygien, qui est aussi la mascotte des Jeux olympiques. Vous connaissez bien, ça y est. Les Jeux de Paris 2024. Et donc votre défi, ça va être de le porter désormais jusqu'à la fin des Jeux paralympiques, tout comme moi, accroché à la veste avec plaisir. Vous savez quoi? Je le mets justement sur moi et je laisse Maxime poursuivre sur le judo, parce qu'on aimerait en savoir un peu plus. Et non le JJB, qui est le jiu-jitsu brésilien. Absolument. Alors on va parler du judo, qui est votre sport, Anthony. Question assez simple, quelle est la différence entre le judo qu'on a vu la première semaine des Jeux olympiques et le judo qu'on verra pendant 3 jours aux Jeux paralympiques? Strictement aucune, à ceci près que nous avons une manière de commencer le combat qui est différente. Quand vous regardez du judo olympique, on démarre à distance de son adversaire, à peu près d'1 mètre, un pas en tout cas, alors que sur les Jeux paralympiques, vous vous en doutez bien, puisque ce sont que des déficients visuels qui peuvent le pratiquer au niveau paralympique, eh bien on est obligé d'avoir le contact du kimono, donc une main au revers et une main à la manche, et là ça nous permet de savoir où est notre adversaire pour pouvoir débuter le combat. Sinon, si on jouait sur les règles des Jeux olympiques, on serait désavantagés l'un et l'autre. On pourrait même se chercher. Ça donnerait peut-être lieu à des scènes assez comiques sur les Jeux. Alors, est-ce qu'on retrouve les mêmes termes? Vous savez, c'est un sport japonais. Est-ce qu'on a pareil, les ippons, Strictement la même chose, les mêmes résultats, les mêmes avantages, les mêmes sanctions. Non-combativité, vous avez entendu à la télé Shido. Hansokumake, si on est éliminé comme le Géorgien contre Teddy Riner pour mauvais comportement ou trop de sanctions. Ippon, si on fait tomber son adversaire sur le dos. Wazari, s'il tombe sur le côté ou sur fesse puis dos. Donc avec une comptabilité de points qui est très propre au judo, ça ne change pas. La seule chose aussi qui va changer dans l'arbitrage, c'est les sorties de tapis, puisqu'une personne non-voyante ne va pas voir qu'elle se rapproche du bord du tapis. L'arbitre va rester en position centrale, il va dire Jogai, ce qui va nous indiquer, nous à l'oreille, où se situe le centre du tapis. Donc on va revenir vers lui. Si on lance une technique alors qu'il a averti plusieurs fois Jogai, là ça peut être sanctionné bien évidemment. Ensuite on a les classifications, la manière dont on va répertorier les athlètes selon s'ils sont non-voyants, classés J1, et malvoyants, classés J2. Ce qui veut dire qu'on a 2 épreuves par genre, donc 4 épreuves au total, une compétition homme J1, une compétition femme J1, et pareil sur les J2, ce qui fait qu'on a à chaque fois 4 podiums par catégorie. Oui, j'allais t'en parler justement en termes de catégories. J'imagine qu'on retrouve aussi les catégories de poids, il y a les catégories de handicap. Alors on en parlait hier avec l'athlétisme sur la finale du 100 mètres. Je disais qu'il y avait 30 finales du 100 mètres. Au judo, il y a moins de handicaps qui sont représentés. Déjà, il n'y a pas de 100 mètres. Non, oui, ça c'est sûr. Ça serait bizarre. On pourrait inventer un judo sprint. Oui, ça serait particulier. Pour fuir son adversaire. Qui n'est pas dans la bonne catégorie. Mais il y a on retrouve moins de handicap, du coup. En tout cas, aux Jeux paralympiques, on ne retrouve que la déficience visuelle, les mâles et les non-voyants. Dans le judo traditionnel pratiqué, vous allez avoir du sport adapté, c'est-à-dire pour des personnes présentant une déficience cognitive ou la déficience auditive.
également et physique qui est totalement possible, mais les règles du jeu paralympique sont uniquement les déficients visuels. Et on a un athlète d'ailleurs dans notre équipe de France qui est sacrément remarquable, qui est dans ma catégorie. C'est lui qui est sélectionné cette fois et qui est à la fois sourd et aveugle. D'accord. Est-ce qu'on a un peu d'ailleurs alors, ça veut dire que le message que prononce le mot que prononce, vous allez me redire ce que c'est, l'arbitre Adjimé, pour dire le début du combat. Alors non, quand il sort justement de Jogai. Ouais, Jogai. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est-à-dire que lui, il est dédouané de ça, et c'est son adversaire qui, du coup, a la charge de revenir vers le centre. Ok, d'accord. Donc c'est doublement plus compliqué, évidemment. Alors justement, vous nous avez parlé d'un Français. Quelles sont nos chances? Alors on a brillé pour les Jeux Olympiques. On a eu 10 médailles, 2 en or. Est-ce qu'on est aussi fort en judo paralympique qu'en judo pour les valides? Écoutez, mon cher Maxime, je vous dirais que j'espère, que j'y crois parce que j'ai confiance en mes camarades de l'équipe de France. On a des chances, assurément. Pareil que pour hier, je vais prendre 2 noms qui ressortent chez nos confrères, histoire que je ne vexe aucune susceptibilité. Donc ce n'est pas mon choix éditorial. Elios Tchoumenaya, qui lui est en moins de 90 kilos J2, donc malvoyant, qui est champion d'Europe, champion du monde, médaillé au championnat paralympique en bronze de mémoire. Je n'ai plus exactement en tête son résultat, mais en tout cas qui est pressenti pour avoir la médaille d'or cette fois-ci aux Jeux paralympiques de Paris. Et on a Sandrine Martinet, déjà médaillée d'or aux Jeux de Rio, médaillée aussi d'argent et a participé plusieurs fois aux Jeux paralympiques. Donc hommes et femmes, tous les deux en catégorie J2. Et puis si on parle de J1, je t'ai juste à l'instant parlé de lui, il est sourd et aveugle, il s'appelle Cyril Jonard, en moins de 90 kilos, J1. Et alors lui, 10 fois champion du monde, déjà champion paralympique. Fut un moment, il égalait Teddy Riner en nombre de médailles. Incroyable. Est-ce qu'il y a aussi une épreuve par équipe? Non, il n'y aura pas d'épreuve par équipe. Parce qu'en fait, la difficulté de l'épreuve par équipe, ça voudrait dire qu'il faudrait en faire une J1, une J2. Et sachant que sur les Jeux Olympiques en judo, ça nous a pris 2 jours supplémentaires sur l'organisation. Là, il en faudrait 4. D'ailleurs, ça sera sur 3 jours, la compétition de judo. Alors, je voulais poser la question aussi de savoir par rapport à nos concurrents. Est-ce qu'on a vu pour les Jeux Olympiques, les Japonais très forts, évidemment, c'est leur sport. Est-ce que les Japonais sont aussi forts Ils vont laisser une place aux autres. On a entendu, il y a les Français, clairement, qui sont au top niveau et qui sont de sérieux et redoutables concurrents. Je vais y arriver par rapport aux Japonais. Est-ce qu'on aura un France-Japon encore au judo? On aura nécessairement des France-Japon dans certaines catégories. Oui, le Japon est une grande nation, c'est une nation respectable, c'est une nation qui a le sens de l'honneur dans le combat, donc ça promet de beaux matchs, en tout cas entre nos Français et les Japonais qui le rencontreront. On a des nations de l'Est, les Azéris, qui sont pas mal du tout et qui sont assez costauds. Voilà, il y a des nations comme ça qui ont vraiment fait du judo un sport presque national. Et à noter que ce sera exactement dans la même enceinte que pour les Jeux Olympiques, c'est-à-dire sur l'aréna Champ de Mars à Paris. Le Grand Palais éphémère du 5, 6 et 7 septembre 2024. Et oui, encore dans un lieu féerique, et ça c'est important aussi, ça fait partie de la beauté du sport, forcément, et de la compétition. Parlons de judo dans l'histoire aussi des Jeux paralympiques. Est-ce que le judo est arrivé dès le début des Jeux paralympiques? Vous nous avez un peu parlé de l'histoire des paras hier. Est-ce que le judo est arrivé rapidement ou pas? Alors déjà, le judo en tant que tel olympique n'est pas arrivé tout de suite dans les Jeux olympiques, mais après la guerre. Et on est arrivé avec le judo paralympique en 1988 à Séoul, et seulement pour les hommes. C'est en 2004, finalement, à Athènes, que les femmes sont arrivées. Ah tiens, pourquoi ça? On le sait ou... Non. D'accord. On ne le sait pas. Probablement parce que il n'y avait pas la même exigence d'égalité des genres dans les Jeux paralympiques qu'il y a sur les Jeux olympiques. En tout cas, c'est une hypothèse que l'on a, mais ça n'a pas été immédiat. En tout cas, on peut espérer des chances de médaille, vous l'avez dit, important. Est-ce qu'il y a un chiffre qui est revenu du côté des Français? Une médaille d'or peut-être, des titres?
On espère 100%. Non, je suppose qu'on aura au moins 5 médailles. 5 médailles. Bon, on verra ça en tout cas. J'aimerais qu'on termine quand même, Anthony, sur la polémique. Vous en avez déjà parlé sur Sud Radio ce matin, mais pour ceux qui n'étaient pas là quand vous étiez aux côtés de Jean-Marie Bordry, on revient sur ces propos de Teddy Riner qui ont fait polémique, qui parlait à propos des athlètes paralympiques de super-héros, d'Avengers. Ça a fait réagir, ça a mis en colère Sofiane Meyaoui qui est un des athlètes parathlètes qui fait partie de l'équipe de France de basket en fauteuil. On est des personnes en situation de handicap et nous souhaitons être considérés comme des personnes normales. Quand on nous expose, ce n'est pas bien. On n'est pas des super-héros, on est des gens comme tout le monde. C'est ce qu'il dit. Alors il y a sans doute une maladresse de Teddy Riner, j'imagine, mais finalement le coup de colère, vous le partagez? Je le partage, mais en même temps on n'est pas des personnes normales. Faut arrêter de déconner. Notre quotidien n'a rien d'ordinaire. Nous sommes des personnes ordinaires parce que nous sommes des individus, mais ce que nous vivons est totalement extraordinaire. Vous levez le matin, vous allumez la lumière, vous la voyez pas, ça on peut pas dire que ce soit quelque chose d'ordinaire, c'est extraordinaire. Vous levez le matin, vous pouvez pas marcher, ça aussi c'est une circonstance extraordinaire. Ça ne fait pas de vous une personne extraordinaire. Vous êtes une personne ordinaire, puisque je le disais, vous êtes un individu, mais vous faites avec un quotidien forcément plus difficile, plus complexe, etc. Et donc c'est vrai que ce paternalisme, mais qui est maladroit. Vraiment, Teddy, il y a parce qu'il veut faire la promotion de ces Jeux paralympiques. C'est de la maladresse. Les Jeux paralympiques, mais probablement qu'il ne sait pas comment faire. Il veut bien faire. Et ça, j'en doute pas une seconde pour le connaître. Et se dire, ce sont des Avengers. Ouais, je pense qu'il y voit quelque chose d'impressionnant parce que lui-même il se dit, si à leur place je me retrouvais dans cette même situation, je suis pas sûr que je serais capable de faire exactement comme ils font. Donc je comprends le coup de gueule que je partage, je comprends aussi ce qu'a voulu dire Teddy. C'est vrai que au quotidien, en revanche, ce qui est fatigant, c'est ce que moi j'appelle le capacitisme, la propension qu'ont les gens à préjuger de ce dont on est capable ou incapable de faire. Et ça, c'est même la racine du mal de tous les maux de manière générale. Le racisme, la discrimination, le refus de l'autre, de manière générale, le rejet de l'autre. Et ça, c'est vrai que je vous invite à réfléchir sur cette notion, parce que la peur de soi-même déclenche la peur des autres. Et on restera là-dessus, Anthony Martin-Smith. Merci. On vous retrouve demain à la même heure, 12h45. On parlera du départ du relais de la flamme. Ouais, c'est demain. Ouais. On expliquera tout cela. Comment ça va se dérouler, se passer. À demain, Anthony Martin-Smith. Maxime, je vous dis aussi à demain. Oui, on se retrouve, vous, à partir de midi. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous à partir de 10h pour le retour des débats de l'été. À suivre, Maxime, Jacques Pessis. Oui, tout à fait. Les clés d'une vie, Jacques Pessis qui recevait l'ancien tennisman Henri Lecomte. Très bonne journée à tous et à demain.